dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart, à la mi-journée 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, tous les yeux de la planète marché sont rivés vers les résultats du scrutin sénatorial en Géorgie. Le double vote qui se tient en ce moment, alors qui est terminé pour un représentant démocrate, un sénateur démocrate en l'occurrence, qui semble l'avoir emporté avec une marge de confiance suffisamment importante. Le révérend Warnock sera donc un sénateur démocrate à la Chambre haute du Congrès américain. On a encore un peu de doute sur le deuxième siège, mais il semble que le démocrate en lice est une infime avance versus son concurrent républicain, et donc on pourrait basculer dans un scénario surprise, ou en tout cas un scénario qui viendrait compléter l'idée de la vague bleue démocrate, puisqu'on aurait une certaine majorité au Sénat avec la voix de la vice-présidente Kamala Harris, qui serait donc le juge arbitre entre les 50 sièges républicains et les 50 sièges démocrates. On va au-delà de l'ordre du symbole sans doute, les marchés réagissent et sont très attentifs aux résultats de cette élection. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités dans un instant. On parlera de l'investissement 2021 au sens large avec les équipes de Carmignac qui seront avec nous, Didier Saint-Georges en l'occurrence, et M&G Investment avec Florent Delorme qui nous accompagneront tous les deux pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Notez que les marchés s'intéressent à cette élection avec l'idée de marge budgétaire peut-être plus importante pour l'administration Biden, et ça soutient le trade de reflation comme on l'appelle. On le voit à travers notamment les taux américains, le 10 ans américain qui franchit pour la première fois depuis l'éclatement de la crise pandémique en mars dernier le seuil très symbolique des 1%. Ça reste très très faible, mais c'est un seuil qui n'avait plus été franchi depuis quelques mois. Et en parallèle de ça, l'affaiblissement du dollar qui se poursuit et qui fait grimper l'euro-dollar au-delà de 1,23 à la mi-journée. Tendance mon ami, chaque jour pour commencer les éditions Smart Bourse sur Bismart, le résumé complet des infos à mi-séance en l'occurrence en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'indice parisien toujours dans le vert à la mi-journée, le CAC 40 en hausse alors que les investisseurs attendent les résultats définitifs des élections sénatoriales en Géorgie aux États-Unis. Les résultats provisoires donnent à la mi-journée démocrates et républicains au coude à coude. Un siège sur les deux serait encore en jeu. Les investisseurs semblent néanmoins anticiper une victoire du camp démocrate qui prendrait alors le contrôle du Sénat. Le Congrès doit d'ailleurs se réunir aujourd'hui pour approuver la désignation de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis. On attend également aujourd'hui, aux États-Unis toujours, l'indice PMI des services du mois de décembre, les commandes industrielles et les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé. Le consensus s'attend à un sévère coup de frein dans les embauches avec seulement 50 000 créations nettes de postes contre 307 000 en novembre. En Chine, l'activité dans le secteur des services a ralenti en décembre alors que les autorités chinoises prennent de nouvelles mesures sanitaires dans le nord du pays qui fait face à de nouvelles contaminations. En zone euro, la situation sanitaire reste sous surveillance après le 3e confinement décidé en Angleterre. L'Allemagne, elle, a prolongé la fermeture des écoles, des crèches, des commerces non essentiels et des restaurants jusqu'au 31 janvier. Les investisseurs ont pu regarder aujourd'hui l'indice PMI des services de la zone euro au mois de décembre. Il ressort nettement en dessous des attentes, 46,4 contre 43,3 points attendus par les analystes. Il est cependant plus élevé que celui de novembre qui atteignait à peine les 41,7 points. En France, ce même indice ressort également en dessous des attentes à 49,1 points contre les 49,8 attendus. Cela reste cependant sa plus faible contraction depuis 4 mois. Du côté des valeurs, les banques retrouvent le sourire. La remontée des rendements obligataires profite à BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Carmat prépare un lancement commercial de son cœur artificiel Total au 2e trimestre 2021 avec un ciblage initial de l'Allemagne
et de la France. L'équipementier ferroviaire Alstom a annoncé hier avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à taux d'intérêt fixe de 0%, un produit d'émission qui servira entre autres à financer une partie de l'acquisition de Bombardier Transport dont la finalisation est prévue fin janvier. Le titre Michelin à la hausse également à la mi-journée après l'annonce de la suppression de 2300 postes en France d'ici 3 ans. Et enfin, après avoir grimpé de 5% hier, les cours du brut continuent de progresser pour renouer avec leur plus haut depuis février dernier. Il est à la mi-journée au-dessus des $54, alors qu'après la réunion des membres de l'OPEP+, hier, l'Arabie Saoudite abaisse finalement sa production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour pour la période février-mars, permettant à la Russie, elle, de l'augmenter de 75 000 barils par jour. Total, dopé par cet accord, progresse également à la mi-journée. Eva Ben Saadi, bien sûr, qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous pour discuter de l'investissement en 2021. Didier Saint-Georges nous accompagne, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour. À vos côtés, Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. Bonjour à vous Florent. Bonjour. Merci d'être là. On va parler des grands axes de vos stratégies sur les marchés, mais quand même l'actualité immédiate qui n'est pas aussi anodine que ça. L'élection en Géorgie peut-être, pour commencer. Florent, qui semble dépasser simplement l'ordre du symbole, puisque les marchés sont très attentifs et réagissent même à la possibilité d'une double victoire démocrate pour ces deux scrutins sénatoriaux en Géorgie. Qu'est-ce qui se joue derrière cette élection, Florent ? Effectivement, une victoire démocrate pour ces deux sièges donnerait un contrôle complet du Congrès américain à Joe Biden, et par voie de conséquence, on anticipe effectivement qu'il serait plus à même de déployer un plan de relance significatif, puisque si les Républicains conservaient le contrôle du Sénat, on aurait sans doute un peu plus de réticence à valider un grand plan de relance. Donc qui dit plan de relance plus grand, dit effectivement des perspectives peut-être d'inflation légèrement revues à la hausse, et d'où la hausse du 10 ans américain aujourd'hui par exemple. Donc c'est ça qui se joue, c'est l'ampleur du plan de relance. C'est juste une question de mesure, de degré, d'ampleur, ou est-ce que ça peut être quand même un infléchissement profond du mandat, ou en tout cas de la première partie de mandat de l'administration Biden, avec des conséquences importantes sur les marchés? Parce que là, le 10 ans qui passe de 0,95 à 1%, ça ne change pas fondamentalement le panorama des marchés. Est-ce que ça peut être plus ? Nous, il nous semble que, de toute manière, le déterminant essentiel de la trajectoire des marchés pour les prochains mois, ça sera quand même la politique des banques centrales, et donc en particulier de la Réserve fédérale. Donc si le marché devait choisir entre un plan de relance plus important ou une politique encore plus accommodante des banques centrales, il choisirait peut-être sans doute la certitude d'avoir une politique accommodante qui demeure. Donc je dirais dans l'ordre de ce qui nous semble déterminer la trajectoire des marchés, mais on peut en discuter, ça reste quand même d'abord la Fed. En plus, si effectivement à ceci s'ajoute un plan de relance vraiment ample qui nous garantit quelques dixièmes de points de croissance en plus et un brin d'inflation supplémentaire, ça sera effectivement la cerise sur le gâteau, puisque c'est toujours mieux quand même que les politiques monétaires accommodantes soient accompagnées d'une vraie croissance et d'un peu d'inflation, puisqu'il nous faut quand même un peu d'inflation. Un policy mix plus équilibré, exactement. Ce serait l'idée. Mais on aura de toute façon la puissance de feu de la Fed, quoi qu'il arrive. Mais nous serions beaucoup plus inquiets si on avait des doutes sur ce que la Fed envisageait de faire. Je pense que là, les marchés agiraient plus sur la base d'une déclaration de Powell, disons qu'il envisage d'infléchir rapidement sa politique. Ça ferait sans doute plus bouger les choses que cette validation d'un Sénat éventuellement aux mains des démocrates. Bon, la Fed reste un point d'ancrage, si vous êtes d'accord avec ce point, Didier, mais qu'est-ce qui se joue derrière cette nouvelle histoire politique américaine ? Enfin, se dire qu'on est concentré à ce point sur une élection sénatoriale en Géorgie, à regarder les comtés, comment vont-ils voter pour peut-être infléchir ou pas son scénario économique sur les États-Unis, ça paraît assez dingue. Oui, mais je pense qu'on a raison. C'est-à-dire que je pense qu'on était tous, depuis quelque temps, à se dire est-ce que les taux d'intérêt ont atteint des points bas
on va dire après 40 ans de baisse. Est-ce que les politiques budgétaires qui avaient été jusqu'à 2020 en permanence à se dire quand même il faut rester orthodoxe, il faut revenir un petit peu à l'équilibre dès qu'on peut, ça avait été tout le traitement de la crise de 2008, de se dire d'accord on fait un effort mais enfin le plus rapidement possible, l'Allemagne nous rappelle que, etc. Or 2020 a été quand même de cette manière-là une espèce de franchissement du Rubicon et les élections aux États-Unis de ce point de vue-là, sont la confirmation de cela. C'est-à-dire qu'on va avoir désormais une majorité démocrate avec un programme dont on sait que c'est un programme de relance. Donc effectivement, ce qui se joue là fondamentalement, c'est la confirmation que à un moment donné, il va y avoir un changement de régime, c'est-à-dire des politiques qui vont être davantage à l'aise avec des déficits très importants durablement et donc la possibilité de hausse de l'inflation, etc. Donc, changement de perspective potentiellement absolument majeur. Maintenant, la question, c'est pas la direction, parce que la direction, je pense que c'est celle-là, celle d'un changement de régime qui s'annonce, mais la grande question, c'est à quelle rapidité on va. La vitesse. Et alors là, voilà, la vitesse du mouvement vers ce changement de régime. Et de ce point de vue-là, faut peut-être pas trop en rajouter. C'est-à-dire que non seulement on a le problème du Covid, qui, incidemment, sur 2021, quand même, peut largement ralentir tout ce qui est perspective de relance économique, de reprise, etc. Et puis, le résultat des élections en Géorgie, gardez à l'esprit tout de même que c'est du 50-50, et que par conséquent, toutes les décisions vont être l'objet de négociations. Ouais. Les radicaux démocrates vont devoir négocier avec les modérés républicains, et donc, on donne une chose d'une main en échange de quelque chose d'autre de l'autre main. Donc ça va être quelque chose qui va devoir être très progressif. Et puis troisième chose, il y a un accord, semble-t-il, assez large sur les programmes de dépenses, c'est-à-dire programmes d'infrastructure, même dans le plan républicain. Donc en effet, on doit avoir un programme de relance assez important. Là où l'accord est beaucoup moins évident, c'est sur la façon de le financer. Les hausses de taxes, les hausses d'impôts sur les entreprises, les particuliers, sur les plus-values, là c'est quelque chose sur lequel les républicains vont probablement freiner considérablement. Donc comment financer ces dépenses? Et c'est là que la Fed intervient. C'est qu'effectivement, probablement, il va falloir accepter encore davantage de déficits, par conséquent un financement par les marchés. Et si la Fed intervient suffisamment, les marchés obligataires ne devraient pas trop réagir, les taux d'intérêt ne pas trop monter. Si la Fed finalement se dit une courbe des taux qui se quantifie un petit peu, c'est peut-être pas si mal finalement dans un scénario de reprise économique. Et là, on peut donc avoir quelque chose un peu plus marqué pour les marchés obligataires. Quelle marge de manœuvre est-ce que la Fed va laisser à l'appréciation ou la dépréciation de l'obligation américaine à 10 ans? C'est ça la question en fait pour vous, Didier. Ouais. Et là-dessus, on n'a pas de... Est-ce que la Fed parle beaucoup? Enfin, les banquiers centraux parlent beaucoup. Quand on les écoute, cette marge de manœuvre, elle est difficile à estimer. Vous voyez bien que ça va dépendre en amont de l'accord du gouvernement et du Congrès sur le programme budgétaire total et ce qu'il va nécessiter comme financement supplémentaire. Une majorité démocrate pourrait, d'après nos calculs, grosso modo, augmenter de 500 à 600 milliards de dollars les dépenses publiques pour 2021, en plus des 900 milliards qui ont été votés. Sur ce montant-là, s'il y a peu de rentrées fiscales supplémentaires en face, ça veut dire qu'on a autant à financer de plus par les marchés. Et donc, selon l'appétit des marchés, la Fed pourra estimer qu'elle doit compenser si elle veut garder des taux inchangés ou qu'elle peut, au contraire, ne compenser qu'une partie. Parce que, encore une fois, des taux à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans qui montent un petit peu, c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'économie, c'est pas une mauvaise nouvelle pour le secteur bancaire. Donc, c'est quelque chose qui est concevable. Je pense qu'il faut se préparer à une évolution, on va dire, lente vers ce changement de régime. Oui. Ouais. Comment est-ce que vous regardez effectivement la vitesse à laquelle les banques centrales vont peut-être faire évoluer leur discours, la promesse de faire tout ce qu'il faudra sans regarder à la dépense monétaire en l'occurrence. Florent, vous disiez tout à l'heure, un point d'ancrage clé pour l'investisseur, ça reste justement ces politiques monétaires plus que jamais avec ce qu'elles ont démultiplié comme injection de liquidité au cours des derniers mois. Oui, il nous semble même que c'est un point acquis. C'est-à-dire que les banques centrales ne reviendront pas sur ces facilités monétaires qui seront là pour au moins une décennie et financeront les déficits allègrement. Je pense que
comme tu le disais à l'instant, le Rubicon a été franchi, donc on ne reviendra pas en arrière de ce point de vue-là. Effectivement, on peut laisser dériver un petit peu les taux de quelques dixièmes, comme c'est actuellement. Mais enfin, si les taux devaient, parce que le marché s'inquiétait si les taux devaient remonter un peu trop, il est évident que la Réserve fédérale ou en zone euro, la BCE interviendrait massivement. Vraiment, ce nouveau régime dans lequel on est rentré, c'est vraiment un régime qui couple la création monétaire illimitée à la dépense budgétaire, ce qui est une nouveauté par rapport au précédent quantitative easing, où notamment dans la zone euro, par exemple, on prenait soin de ne pas coupler déficit budgétaire à création monétaire. La création monétaire, elle était là pour, disons, stabiliser le système bancaire, pour dire les choses. Pas pour financer les États. De manière un peu simple, mais l'idée c'était de stabiliser un peu la sphère financière, mais en tout cas, on ne voulait pas que cette création monétaire inonde la sphère réelle, parce qu'on a toujours en tête effectivement la peur de perdre un peu le contrôle de ce genre de situation. Mais là, effectivement, face à la gravité de la situation sanitaire et aux choix qui ont été faits de préserver au maximum les revenus des ménages et la solvabilité des entreprises, on a effectivement accepté ce risque de se lancer dans un cycle monétaire budgétaire qui était jusqu'à présent, au moins durant les 40 dernières années, qui était vraiment l'épouvantail qu'il fallait surtout pas mettre en avant. Donc là, il y a, de ce point de vue-là, vraiment, c'est la fin d'un cycle libéral d'une quarantaine d'années, et on rentre dans quelque chose. Un nouvel environnement. Qu'est-ce qu'il implique pour l'investisseur, Florent? Parce que la manière dont vous le présentez, on a l'impression que pour les marchés, finalement, ce sera toujours le meilleur des deux mondes, quelle que soit la situation économique, qu'on soit en récession, qu'on soit en croissance, en reprise. Finalement, il y aura toujours des soutiens monétaires et budgétaires pour compenser, neutraliser les soubresauts du cycle économique. Pour les marchés, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a un seul voyage possible, c'est la hausse? Il me semble que la majorité des opérateurs, effectivement, ont intégré cette idée que les banques centrales seront toujours là pour injecter de la liquidité quand nécessaire, et que dorénavant, on aura en plus les gouvernements qui eux-mêmes stimuleront la croissance. Cette idée, elle est bien ancrée à ce stade, et on prend l'argent sans trop se poser de questions, pour dire les choses simplement. Et dès lors qu'on constate juste que l'argent arrive dans l'économie réelle, soutient le financement de cette économie, notamment via le soutien du marché du crédit, effectivement, les perspectives semblent plutôt heureuses. C'est ce qui permet à beaucoup de dire, projetons-nous à 2, 3, 4 ans, oublions les 12 mois qui viennent de s'écouler et les 12 mois qui vont venir. Finalement, ces facilités multiples nous permettent de sauter allègrement au-delà des difficultés actuelles. Et ça nous a été assez bien vendu par des économistes de renom, qui tous nous expliquent qu'effectivement, on est dorénavant dans un régime non inflationniste, du fait de la mondialisation, que comme l'inflation ne reviendra jamais vraiment, les taux n'ont aucune obligation d'être maintenus à des niveaux plus élevés, et donc on est effectivement dans un schéma, en théorie, Goldilocks, assez simple, peu d'inflation, donc les taux peuvent être bas, donc l'endettement... C'est quoi la faille? C'est quoi le loup derrière ça? Et là, donc du coup, effectivement... si on rentre dans ce schéma de pensée, effectivement, il n'y a pas d'état d'âme à acheter des actions. Il n'y a pas d'alternative, déjà. Et parce qu'effectivement, c'est l'absence d'alternative et effectivement des valeurs de croissance, puisqu'on sait que dans un environnement de taux dont on peut effectivement penser qu'ils seront durablement bas, les valeurs de croissance sont les grandes gagnantes. Donc tout ce scénario-là se tient. Alors la seule question qu'on peut poser, et je m'arrêterai là pour... Oui, bien sûr, non, mais allez-y, finissez, Didier puisse vraiment avoir lieu, mais peut-être pour ouvrir une nouvelle piste, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que le marché, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ne prend pas un peu l'argent sans trop se poser de questions? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Les questions à se poser, j'y répondrai pas là maintenant, c'est, on sait quand même qu'historiquement, ces régimes qui couplent la création monétaire et la relance budgétaire tout azimut, font peser un risque très fort sur la stabilité financière et conduisent parfois à une érosion de la crédibilité de la monnaie. Et donc là, on peut ouvrir un débat qui durerait des heures, parce que pourquoi le marché n'intègre pas du tout cette dimension-là? Et on pourrait très bien avoir un marché qui, au contraire d'applaudir les banques centrales, pourrait leur envoyer un avertissement en disant, écoutez, nous on n'est pas très à l'aise quand même avec ce régime monétaire budgétaire, d'autant plus que sur la question de la relance budgétaire, on pourra également en parler,
il y a quand même un élément clé qui permet de valider ce type de politique, c'est la nature de cette relance budgétaire. Elle doit tourner vers les investissements productifs qui sont gages de création de richesses futures et qui valident a posteriori la création monétaire. Or, ce qu'on voit depuis 12 mois, c'est pas vraiment ça. C'est de la relance de la consommation, mais il n'y a pas vraiment de... Au mieux, voire du sauvetage d'économies en péril. L'investissement structurel créateur de richesses futures, on ne le voit pas vraiment. Il y a un seul pays qui est très vigilant là-dessus, c'est la Chine, où eux, ils vous disent, moi j'ai 3 axes industriels clairs, l'intelligence artificielle, les objets connectés, et ma relance, je vais la faire là-dessus. En France, pour dire les choses un peu trivialement, mais c'est pour faire percevoir, on nous dit, on va faire une relance, on va faire du double vitrage pour isoler les habitations. Et vous voyez quand même la différence de perspective. Ce qui n'est pas inutile, mais ce qui n'est pas suffisant pour faire une double vitrage, stratégie de relance future ou l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est là où le débat se pose et le marché, à ce stade, met un peu de côté tous ces sujets-là. Bon, pour reformuler la question, Didier, où est le loup dans le consensus de début d'année? On s'est vu en fin d'année, c'était l'allégresse sur les marchés. L'allégresse qui est toujours là, d'une certaine manière. On vit le meilleur des deux mondes. C'est quoi la faille dans le scénario là? Alors Florent a dit beaucoup de choses. Je rajoutais deux choses. Une, c'est bien avoir en tête l'horizon. Je crois que, en effet, à l'horizon de 12 mois ou à peu près, on comprend bien cette allégresse, c'est-à-dire que vous avez la perspective d'une reprise avec les vaccins, c'est la grande nouvelle quand même de la fin d'année dernière, et donc on ne sait pas si ce sera 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, mais enfin... il est raisonnable de se dire que ce n'est qu'une question de temps. Derrière, ce sera une reprise. Or, cette reprise sera alimentée par les déluges de soutien budgétaire et monétaire qui ont été déversés. Et donc, ce sera comme un turbo donné à la reprise. Donc, il y a effectivement cette idée de se dire on a le meilleur des deux. C'est même pas seulement le meilleur des deux mondes, c'est une accélération, alors que une reprise économique, alors que le soutien monétaire et budgétaire correspond à une situation de crise. Donc forcément, la conjonction des deux rend optimiste. Alors la faille, à mon avis, elle est de 2 ordres. La première, enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais effectivement, cette idée de se dire que vaut une monnaie créée de cette manière-là, donc possibilité d'instabilité monétaire par quelle monnaie on commence, etc. Donc ça peut être une des premières failles. Et le dollar est une cible de ce point de vue-là c'est une cible, oui, absolument, dans la mesure, et alors a fortiori avec le résultat des élections d'aujourd'hui, parce que la conjonction entre une liberté considérable sur la politique budgétaire, au moins sur les dépenses, comme je le disais, a fortiori, paradoxalement, si l'augmentation des recettes fiscales, elle, est contrecarrée par une résistance des Républicains, alors, en effet, c'est la création monétaire qui va financer l'augmentation des dépenses. Donc, en effet, le dollar est probablement une cible de choix. Par rapport à quelle monnaie, ça va dépendre des politiques en Europe. Oui, bien sûr, c'est relatif, mais l'idée d'un affaiblissement du dollar qui pourrait se prolonger. Exactement. Mais alors, l'autre faille, c'est de se dire quand même que, et on l'a dit tous les deux déjà, mais c'est absolument majeur, c'est que l'énorme différence entre le traitement de la crise de 2020 et le traitement de la crise de 2008, c'est l'intervention des gouvernements, qui en 2008 avaient laissé entièrement la responsabilité aux banques centrales en se disant, nous, on est déjà au maximum, donc à vous, Banque centrale, de faire tout le travail, alors que là, comme ce sont les gouvernements qui ont décidé d'arrêter l'économie, ils ont pris la responsabilité, naturellement, en échange, d'augmenter les déficits. Par conséquent, on se retrouve là dans quelque chose qui est fondamentalement différent, et pour les marchés, c'est ça le changement de régime, c'est de se dire que toute cette création monétaire qui, après 2008, sur les 10 années qu'on suivi, en réalité n'est pas allée dans l'économie, elle est restée dans le système des banques centrales, donc il n'y a eu aucune inflation qui a été créée, puisque la liquidité est restée une liquidité de banque centrale. Là, la grande différence, c'est que la liquidité va effectivement aller dans l'économie, les entreprises, les particuliers, etc. Et donc là, Milton Friedman va peut-être revenir nous hanter, qui nous annonçait que l'inflation est un phénomène monétaire. Alors il s'est trompé là sur 10 ans. La masse monétaire est énorme, si la vitesse de la monnaie accélère... Et c'est très frappant parce que quand vous regardez l'évolution de la base monétaire, c'est-à-dire
monnaie banque centrale, elle a continué d'augmenter, mais rien ne se changeait. Ce qui a beaucoup changé, c'est les vrais agrégats monétaires, c'est-à-dire M1, M2, M3. Là, en 2020, par rapport aux 10 années précédentes, vous avez en effet une explosion de ce montant-là. Et ça, c'est la vraie liquidité dans l'économie. Et donc, la faille potentielle, c'est que le marché commence, peut-être une fois que la pandémie sera considérée comme derrière nous, commence à se dire que, inévitablement, là, le régime d'inflation va changer. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Je vous laisse répartir le temps entre vous pour nous donner les 2-3 grandes lignes directrices de votre stratégie d'investissement pour 2021, Didier. La philosophie de l'investissement 2021. Oui, la philosophie... depuis en gros le milieu de l'année dernière, c'était des portefeuilles qu'on rééquilibrait à partir de pure croissance, visibilité, Nasdaq, etc., vers davantage des thématiques de réouverture de l'économie au sens large. Et ce rééquilibrage-là, on l'a poursuivi, on le poursuit aujourd'hui. C'est toujours valable aujourd'hui. Voilà, c'est toujours valable, mais simplement que le rééquilibrage se fait un petit peu en dynamique. Donc on va avoir un peu plus de secteur bancaire aujourd'hui qu'on en avait il y a 6 mois, et sachant qu'en début d'année dernière, on n'en avait pas du tout. Voilà. Donc le rééquilibrage se poursuit, mais ça reste une notion d'équilibre, parce qu'au final, on peut parler de pandémie, d'élections aux États-Unis, etc. On reste tout de même sur cette idée qui est que où est-ce qu'on peut avoir la plus forte conviction quand on achète un secteur ou des actions. Et il est vrai que ce n'est toujours pas dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'énergie qu'on peut avoir les plus fortes convictions, vu les problèmes stratégiques auxquels sont confrontés ces secteurs-là. Alors que quand vous êtes dans des secteurs qui bénéficient de tout ce qui est disruption technologique, vous pouvez avoir vraiment des vraies convictions. Vous dites réouverture, rebond ou réouverture des économies, c'est pas un changement des tendances de fond qu'on observe dans l'économie et les secteurs économiques. Alors, encore une fois, attention, vous me posez la question sur 2021. Et 2021, il me semble que là, il faut continuer de rester sur cette idée où est-ce qu'on va avoir une croissance de résultats qui vont surprendre favorablement. Maintenant, est-ce que, je vais vous parler d'un franchissement de Rubicon, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que 2022-2023, on est là. Une véritable rotation durable. Ça me semble un peu prématuré pour l'instant, en tout cas tant que la pandémie est parmi nous. Mais 2021 peut vraiment être ce point d'inflexion. L'année charnière. C'est pour l'investissement des prochaines années. Absolument. Les marchés obligataires pourraient nous l'indiquer avant les marchés actions. Le 10 ans américain à 1% au moment où on se parle. La philosophie d'investissement pour vous chez M&G, les 2-3 grands axes là, que vous voulez mettre en avant, Florent? Pour ce qui concerne nos investissements risqués, ça reste quand même le marché action qui est privilégié pour les raisons qu'on indiquait, c'est-à-dire qu'à court et moyen terme, le marché accueille favorablement ces relances monétaires et budgétaires, et les questions plus théoriques qu'on se posait viendront bien plus tard. Donc à court terme, il faut être présent sur le marché action. Maintenant, c'est vrai, comme on est quand même un petit peu sceptique, on a réduit l'exposition qui était assez élevée avant le rallye de novembre, puisqu'on était à 55% de l'actif de nos portefeuilles, on est redescendu à 45% pour vous dire un peu le mouvement, petit retrait bien sûr, qu'on opère. Et ensuite, comme on a plutôt une tradition value dans notre maison et qu'on pense que l'année 2021, avec le retour progressif à une activité économique plus normale, sera favorable aux valeurs cycliques, ça nous amène du coup à avoir un biais un peu plus cyclique dans ce portefeuille action, avec notamment effectivement une allocation plus tournée par exemple sur l'Europe, par nature des indices un peu plus cycliques. Je comprends. Et quand on doit... Un peu plus d'Europe par rapport aux États-Unis, par exemple, historiquement. Quand on investit aux États-Unis, on va l'acheter des bancaires américaines pour conserver un petit peu ce biais-là. Donc il y a un premier biais cyclique pour ce qui concerne les États-Unis et l'Europe. Et ensuite, on va quand même saluer la très belle performance asiatique, en particulier chinoise, où on a un retour de l'activité économique, une maîtrise de la pandémie. Donc on a des expositions sur la Corée du Sud, Taïwan, qui sont des pays qui bénéficient de l'écosystème chinois. Et donc il nous semble qu'il faut aussi aller en Asie pour bénéficier de cet îlot de prospérité. Bon, je vois qu'on acquiesce du côté de Carmignac, on n'a plus le temps, Didier. Un mot. Pour dire qu'effectivement, et c'est marquant venant de chez Carmignac, on est aujourd'hui sous-pondéré États-Unis et surpondéré monde émergent. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour discuter de quelques points clés pour l'investisseur et l'investissement 2021. Didier Saint-Georges, Carmignac et Florent Delorme, M&G Investments, qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.